Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Hyper contente de vous retrouver pour ce 13e épisode où on va parler de l'impact de la qualité de nos pensées sur la qualité de notre vie. Ravie de vous retrouver pour cet épisode et ravie de vous accueillir si vous découvrez ce podcast pour la première fois. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, coach certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Je suis convaincue que l'investissement le plus important qu'on doit faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils et des outils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer votre mindset, de vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos systèmes de croyances et vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, comment tout ça s'imbrique et s'influence, pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Mon approche du coaching, c'est à la fois un mélange de travail sur le mindset, c'est-à-dire un travail sur nos pensées, nos croyances limitantes, tout ce qui se passe dans notre cerveau, tout un travail sur la cognition et la métacognition, c'est-à-dire comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense. C'est aussi tout un travail sur les émotions, la résilience émotionnelle, la gestion des émotions, la responsabilité émotionnelle. Ce sont donc les 2 piliers de mon approche de coaching, le mindset et les émotions. Aujourd'hui, on va parler surtout de la partie mindset. On va voir pourquoi notre état d'esprit, notre mindset est si important quand on a des rêves, des envies, des objectifs qu'on a envie d'atteindre, quand on est une femme, qu'on a de l'ambition professionnelle, qu'on a envie de mener sa carrière ou de créer son entreprise, et qu'on a aussi envie de profiter de notre vie personnelle, de notre vie familiale, de nos enfants si on en a. Si l'atteinte de nos objectifs est ultra importante pour nous, mais qu'on n'a pas envie de faire ça au détriment de notre vie personnelle et familiale. Je suis hyper enthousiaste de vous parler de tout ça aujourd'hui parce que ça fait pratiquement maintenant 4 ans que j'ai créé ma première entreprise et ça fait 1 an et demi que j'ai lancé mon entreprise de coaching et je me rends compte de plus en plus dans mon quotidien que avancer vers l'atteinte de ses rêves et de ses objectifs tout en ayant du temps pour soi, pour sa famille, c'est pas juste un rêve ou un fantasme ou un idéal, c'est possible en fait, ça peut être une réalité, mais pour ça demande du travail. Un travail sur soi, un travail sur notre mindset, de déconstruction de certaines croyances pour en construire de nouvelles plus utiles pour notre vie. Un travail sur nos pensées, apprendre à superviser notre cerveau et à manager nos pensées. Un travail sur nos émotions, mais cet aspect-là, on en reparlera plus en détail dans une série d'épisodes sur les émotions qui arrivent très bientôt. Le travail sur son mindset, on peut le faire seul ou avec un coach, et ce travail-là, il est vraiment important, il est fondamental quand on a pour objectif de se construire une vie qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien. Parce que notre façon de penser, elle a énormément d'influence, elle a énormément de pouvoir sur notre vie. Je suis convaincue que quand on n'a pas compris ce concept-là, en fait, c'est comme si on essayait de construire un puzzle mais qu'il nous manquait une pièce. Il nous manque une pièce et cette pièce, elle est tellement essentielle pour pouvoir vivre les choses qu'on a envie de vivre, pour pouvoir mener à bien les changements qu'on a envie de voir dans nos vies. Alors ces changements-là, ça peut être avoir envie de se sentir mieux tout simplement, ou ça peut être un changement plus palpable, avoir plus de temps pour soi, plus de temps pour notre famille, ou si on veut atteindre des objectifs, que ce soit des objectifs personnels ou professionnels. Si on veut se sentir simplement plus apaisée, plus présente, moins stressée, si on veut se débarrasser de cette impression d'être submergé par une charge mentale qui nous écrase et nous épuise, si on veut avoir l'impression de vivre pleinement notre vie, d'être aux commandes, plutôt que d'avoir l'impression d'être ballotté par le flot du quotidien et emporté dans le tourbillon de la vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'importance de la qualité de nos pensées et comment la qualité de nos pensées influence et impacte la qualité de notre vie. Ces 2 concepts, donc nos pensées et la qualité de notre vie, de notre expérience du quotidien, sont directement reliés, même si, très souvent, on n'en a pas conscience. Souvent, ce qui se passe quand on a identifié un problème, on se dit, bon bah voilà, il y a ça dans ma vie qui fonctionne pas et j'ai envie de le changer. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être un objectif en termes de santé par exemple, ou un objectif professionnel en termes de chiffre d'affaires dans votre business, par exemple si on veut un exemple très concret, ou un objectif en termes d'évolution professionnelle, d'évolution de carrière ou autre. Si on a l'impression de ne pas y arriver, si on a l'impression d'être en retard d'une certaine façon sur l'atteinte de nos objectifs, voire carrément en retard sur la réussite de notre vie, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il est à fond dans la résolution des problèmes. Il va chercher à résoudre le problème qu'il pense avoir identifié, même si souvent, c'est pas le bon problème. Et on va y revenir dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi.
Très souvent, la réponse à la résolution du problème pour nous, pour notre cerveau, c'est le passage à l'action. On se dit qu'il faut faire quelque chose, il faut changer quelque chose de factuel, de matériel, de concret, pour pouvoir améliorer la qualité de notre vie. Parfois, ça marche. Des fois, le fait de passer à l'action, de changer quelque chose factuellement, ça va nous permettre de créer le résultat qu'on souhaite. Par exemple, si on change de métier, ou si on prend un temps partiel pour avoir plus de temps pour soi et diminuer son stress et sa charge mentale, ou si on arrête de manger du sucre parce qu'on veut perdre du poids. Ça, c'est des exemples factuels concrets de changement. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est une des principales raisons qui font qu'on a l'impression d'avoir tout essayé dans notre objectif de se sentir mieux, ou de notre objectif d'avoir une vie plus épanouissante et plus alignée. Par exemple, on a essayé de mieux s'organiser, de mieux gérer son temps, de perdre du poids, d'atteindre un certain objectif financier, d'améliorer notre relation avec nos enfants ou d'améliorer notre relation avec notre conjoint. Bref, on a l'impression qu'on a tout essayé pour se sentir mieux et que rien n'a fonctionné. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression de tourner en rond et d'avoir tout essayé sans arriver à changer ce qu'on voulait changer ? Généralement, la cause principale, c'est qu'on n'est pas allé résoudre le cœur du problème. On n'est pas allé regarder ce qui se passait au niveau de la racine de notre mal-être ou de notre envie ou besoin de changement. On a fait des petits ajustements, on a trouvé des solutions temporaires, des petites réparations en quelque sorte, mais tôt ou tard, on va se retrouver à nouveau au point de départ. Pendant la préparation de cet épisode, j'ai réfléchi à pourquoi, au fond, on veut mettre en place des changements sur tous les plans de notre vie. En fait, je pense que ça peut se résumer à une chose, on veut une meilleure qualité de vie. Si on va plus loin, si on se pose la question, mais en fait, ça veut dire quoi, avoir une bonne qualité de vie ? Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut se sentir mieux. Au quotidien, comment ça se traduit en termes de comportement ? Parfois, pour se sentir mieux, on va dire « bon allez, je vais aller faire du shopping ». Ou alors, on va manger du chocolat en rentrant le soir, une fois que les enfants sont couchés, après une journée particulièrement chargée et compliquée. Ou on peut essayer de se sentir mieux en planifiant les prochaines vacances ou la prochaine sortie du week-end, ou n'importe quel moment ou événement qui nous permettent de rêver un peu, de nous projeter hors de notre quotidien qui nous pèse et nous épuise. Ou alors, on peut scroller sur les réseaux sociaux ou rester scotché devant Netflix. Parfois aussi, on peut essayer de s'échapper de notre quotidien dans lequel on se sent pas très bien, en travaillant beaucoup ou en passant beaucoup de temps à faire du sport ou beaucoup de temps à faire du ménage. Par exemple, c'est toutes les fois où on se dit « ça ira mieux quand ma maison sera rangée, quand j'aurai perdu X kilos, quand on sera en vacances, quand ce sera le week-end ». Bref, en fait, on a tous ces comportements qu'on utilise pour se sentir mieux. En coaching, on appelle ça des comportements tampons. C'est-à-dire qu'on va mettre en place certains comportements, certaines stratégies pour éviter de ressentir des émotions qui sont trop inconfortables. Alors en soi, les activités que je viens de vous citer, elles sont pas néfastes et mauvaises dans l'absolu, mais je vous invite à faire preuve de curiosité et à vous poser la question. Est-ce que j'ai certains comportements d'évitement ? Est-ce que ça m'arrive de faire certaines choses pour éviter de ressentir des émotions inconfortables ? Et quand ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là ? Quand je scrolle sur Instagram, quand je fais du shopping alors que j'ai pas besoin d'un nouveau vêtement ou d'une nouvelle paire de chaussures, quand je mange mon petit carré de chocolat devant la télé, ou autre chose, Moi, mon truc à moi, c'est le chocolat, mais ça peut être n'importe quel autre type de comportement d'évitement. L'idée, c'est que quand on se donne comme ça l'opportunité de se créer de l'espace d'observation de soi-même, on se donne aussi l'opportunité d'avoir une sorte de prise de conscience. Et c'est uniquement quand on a cette prise de conscience qu'on peut commencer à faire changer certaines choses, à avancer vers des changements qui seront pas juste des solutions rapides et provisoires, mais vraiment de s'engager vers un changement durable et profond. Et c'est l'objectif de cet épisode d'aujourd'hui, de vous aider à comprendre comment les pensées que vous avez vont influencer vos comportements et donc votre qualité de vie. Pour commencer, ça me paraît hyper important de définir ensemble ce que c'est qu'une pensée de qualité. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'absolu des pensées qui soient bonnes ou mauvaises. Certaines pensées peuvent me convenir à moi, c'est-à-dire me permettre de me sentir bien et d'avancer vers l'atteinte de mes objectifs, et avoir l'effet inverse chez quelqu'un d'autre. La première étape pour comprendre l'impact de nos pensées sur notre qualité de vie, c'est de bien comprendre ce que c'est une pensée. Nos pensées, ce sont juste des phrases dans notre tête. Notre cerveau nous propose des mots, des phrases, des paragraphes, il nous raconte des histoires. Et c'est avec ces mots, ces histoires, ces paragraphes, que notre cerveau va donner du sens à ce qu'on vit, à nos circonstances, au monde autour de nous, à tout ce qui se passe autour de nous en fait. Ces pensées, elles sont façonnées par notre système de croyance, qui est notre grille de lecture du monde, c'est notre façon d'interpréter le monde. Ce système de croyance, c'est le fruit de notre culture, de notre éducation, de la société dans laquelle on a grandi, de nos expériences de vie, de tout ce qu'on voit autour de nous, etc. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes de ces histoires de systèmes de croyances, et je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez en savoir plus. Donc si on revient à nos pensées, toutes ces phrases dans notre tête, ce sont juste des mots, ni bons, ni mauvais en soi.
Ma façon à moi de définir des pensées de qualité, c'est de se demander, est-ce que les pensées que je pense, est-ce que tous ces mots, toutes ces phrases que j'ai dans ma tête, est-ce que ça me sert? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça m'aide à avancer vers les résultats que j'ai envie d'atteindre ou pas? Parce qu'il y a certaines pensées qui vont nous limiter, qui vont nous empêcher de passer à l'action, qui vont nous empêcher de mettre en place les changements qu'on souhaite et qui peuvent nous causer beaucoup de souffrance émotionnelle qui n'est pas utile et qui pourrait être évitée. Ceci étant dit, nos vies, nos relations, notre parentalité, notre vie professionnelle, notre business, etc., on a tendance à les rendre beaucoup plus difficiles qu'ils ne le sont en réalité. Parce que beaucoup de nos problèmes sont des problèmes qu'on se crée, qu'on s'imagine à travers le filtre de nos pensées. Notre cerveau, il est très fort pour inventer des problèmes. On a naturellement tendance à se raconter des histoires à nous-mêmes, et comme on est dans notre propre cerveau, on a tendance à croire l'histoire que notre cerveau nous raconte. On va interpréter nos circonstances, on va interpréter les comportements des gens autour de nous, et potentiellement, ça nous arrive assez souvent de voir des problèmes là où il n'y en a pas. Et ça, c'est la première raison qui fait que la qualité de nos pensées va impacter la qualité de notre vie. La deuxième raison, la deuxième étape, c'est de comprendre le pouvoir de notre pensée sur nos émotions. Nos pensées créent la majorité de nos émotions. 95% de nos émotions sont des émotions cognitives, c'est-à-dire des émotions qui sont générées par nos pensées. Bien comprendre le lien entre émotion et pensée, c'est un des fondements de ce que je transmets à mes clientes à travers mon coaching, parce que quand on ne se sent pas très bien dans sa vie, quand on a envie de changement, qu'on a envie d'améliorer sa qualité de vie, qu'on a des objectifs qu'on veut atteindre, le fait de comprendre l'impact de nos pensées sur nos émotions, ça change absolument tout. Quand on a pris conscience que nos émotions sont créées par nos pensées, et qu'en tant qu'être humain, on a la capacité d'être intentionnel dans le choix de nos pensées, en fait, ça veut dire qu'on a la capacité, on a le pouvoir d'impacter nos émotions. Comment ? En travaillant sur nos pensées, en choisissant intentionnellement nos pensées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours penser des choses positives pour se sentir toujours super bien et ne jamais plus ressentir d'émotions désagréables ? Non, évidemment que non, et je dirais même absolument pas. Parce que dans la vie, il y a des moments où on va avoir envie de se sentir triste, où on va avoir envie de se sentir en colère, où on va être déçu, où on va être mal à l'aise, où on va ressentir de la honte ou n'importe quelle autre émotion désagréable. Et il y a certaines circonstances de vie qu'on n'a pas du tout envie de positiver. Ma conviction, c'est qu'en tant qu'être humain, on est fait pour ressentir toute la palette des émotions humaines, les agréables comme les désagréables. Le but du coaching et du développement personnel, ce n'est pas d'avoir des pensées positives tout le temps, et ce n'est pas de se sentir bien tout le temps. Et je pense que c'est vraiment important de clarifier ça parce qu'on entend beaucoup de messages, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, qui sont une forme d'injonction au bien-être permanent et perpétuel, qui nous dit qu'en gros, le but dans la vie, c'est d'être heureux. Et souvent, ça arrive que j'ai des clientes qui viennent me voir avec au fond cette attente de ne plus ressentir de douleur ou d'inconfort émotionnel. Ma réponse, c'est que ce n'est ni possible ni souhaitable. Là aussi, on en reparlera très bientôt avec la série d'épisodes qui sera dédiée aux émotions. Je pense que cette attente-là, ce message-là, comme quoi ce serait possible de se sentir bien tout le temps, c'est ça qui au final nous rend malheureux. À mon sens, plutôt que d'être heureux tout le temps, essayons d'être nous-mêmes, essayons d'être intentionnels dans nos vies, en acceptant toute la palette des émotions qu'on sera amené à ressentir tout au long du chemin. Et c'est pour ça que apprendre à penser intentionnellement, c'est une des compétences les plus essentielles quand on veut se sentir mieux et quand on veut améliorer notre qualité de vie, même si ça ne veut pas dire qu'on va se sentir bien tout le temps. Quand on arrive au niveau de compétence où on est conscient de notre propre capacité à superviser nos pensées et qu'on est capable de se responsabiliser sur les émotions qu'on ressent, le deuxième effet positif, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on va passer beaucoup moins de temps à résoudre des problèmes qui, premièrement, ne sont peut-être pas des vrais problèmes, mais juste des problèmes qu'on a créés avec nos pensées. Deuxièmement, des problèmes qui ne devraient peut-être pas nous prendre autant de temps, autant d'énergie physique et émotionnelle et autant d'attention. On a vu que la qualité de nos pensées impacte la qualité de notre vie, premièrement parce que nos pensées, c'est notre façon d'interpréter le monde, et deuxièmement parce que nos pensées créent nos émotions. Maintenant, le troisième niveau d'impact de nos pensées sur la qualité de notre vie, c'est que nos pensées créent nos émotions, et ensuite, nos émotions, notre ressenti émotionnel, c'est ça qui va déterminer nos comportements. Nos émotions ont un impact direct sur nos comportements, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ne dit pas, sur ce qu'on ose ou pas. Tous nos comportements sont liés à nos émotions et à deux niveaux. Premièrement, nos comportements sont liés à ce qu'on ressent dans le moment, parce que c'est nos émotions qui vont servir de carburant pour nos actions. Deuxièmement, parce que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas, c'est pour ressentir
une émotion agréable ou pour éviter de ressentir une émotion désagréable. Donc pour clarifier tout ça, je vous propose de prendre un exemple qui va certainement vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est si important. On va prendre un exemple professionnel. Imaginons que vous êtes entrepreneur ou salarié et vous avez un objectif en termes de chiffre d'affaires à réaliser dans votre entreprise que vous possédez ou celle dans laquelle vous travaillez. Donc vous avez votre objectif en termes de chiffre d'affaires qui va se traduire en nombre de ventes que vous devez effectuer et en nouveaux clients que vous devez trouver. Disons que vous avez un objectif à atteindre d'ici la fin de l'année. Imaginons dans notre scénario que vous voyez la deadline approcher, mais vous vous rendez compte que vous êtes en retard sur l'atteinte de votre objectif, que vous n'avez pas trouvé les nouveaux clients, que vous n'avez pas atteint le chiffre d'affaires souhaité. Imaginez que vous ressentiez une émotion de désespoir. Vous êtes désespéré d'obtenir les clients qu'il vous faut. Vous ressentez cette émotion de désespoir avec peut-être aussi une pointe d'affolement, de stress ou de débordement. La question c'est comment vous allez vous comporter pour obtenir vos nouveaux clients, pour atteindre vos objectifs quand les émotions que vous ressentez c'est du désespoir, de l'affolement, du stress, du débordement. Peut-être qu'avec toute cette tension émotionnelle, vous allez avoir tendance à vous concentrer plus sur vous-même, sur votre propre sentiment d'insécurité et donc vos propres besoins de sécurité, plutôt que sur la façon dont vous pourriez servir votre clientèle potentielle. Peut-être que vous allez être dans un tel état émotionnel, un tel état nerveux que ça va avoir un impact sur la façon dont vous communiquez avec vos prospects, sur la façon dont vous réseautez, dont vous essayez de créer des relations. Votre comportement risque d'envoyer de mauvais signaux dans votre façon de communiquer, une sorte de message subliminal auquel vos interlocuteurs seront sensibles. Peut-être même avec ce sentiment d'urgence ou de désespoir, vous êtes tellement paralysé par la peur que vous n'arrivez pas à passer à l'action, et c'est souvent ce qui se cache derrière la procrastination. Donc on s'est projeté dans notre scénario avec cette émotion désagréable de désespoir, d'urgence, de stress. Maintenant on prend le même scénario, donc les mêmes circonstances, le même objectif, la même deadline, etc. Mais maintenant, on va imaginer que l'émotion principale soit un peu différente. Imaginons que l'émotion principale, ce soit de la conviction. Qu'on soit convaincu à la fois qu'on est capable d'atteindre notre objectif, mais aussi qu'on soit convaincu de la valeur du service que notre offre va apporter à notre clientèle potentielle. Ce sentiment de conviction va évidemment impacter la façon dont on va se comporter, la façon dont on va s'engager dans l'atteinte de notre objectif. Et ici, on va se concentrer plutôt sur le service qu'on va apporter aux gens, plutôt que de se concentrer sur soi-même et sur notre ego et sur notre peur ou sur notre insécurité. Et donc, on peut se poser la question, quand je me sens convaincue, quand je me sens engagée vers l'atteinte d'un objectif, est-ce que je me comporte de la même façon que quand je me sens dans l'urgence et le désespoir ? Et peut-être que je vais réussir à me concentrer sur les envies et les besoins du client potentiel, plutôt que de me concentrer sur mes propres besoins à moi. Cet exemple, c'est pour vous expliquer, pour vous montrer comment nos émotions affectent nos comportements et la façon dont on va agir et interagir avec les autres. Ce n'est qu'un exemple de la vie professionnelle, mais au final c'est vrai dans toutes les sphères de notre vie. La façon dont on se comporte en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que fille, en tant que compagne, en tant qu'être humain en fait, c'est toujours motivé par nos émotions. C'est toujours directement relié à ce qu'on ressent. Si on résume, l'élément central à comprendre ici, c'est que nos émotions ont un impact direct sur nos comportements, sur les actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas. Et si on en revient à notre problématique de départ, c'est-à-dire comment la qualité de nos pensées impacte la qualité de notre vie, on a commencé par voir que nos pensées sont en fait une interprétation des faits et de la réalité. Ensuite, on a vu que nos pensées créent nos émotions. Troisième niveau, troisième étape, c'est ce qu'on vient de voir, comprendre que ce sont nos émotions qui déterminent nos comportements par rapport à une situation donnée. Ce qui nous amène au quatrième niveau, qui au final relie tout ça. Ce sont nos comportements qui créent les résultats qu'on a dans notre vie. C'est une sorte d'effet d'entraînement entre nos pensées, nos émotions, nos actions, nos résultats. Tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas, c'est ce qui va créer les résultats qu'on va obtenir dans nos vies. Alors ça peut être un résultat qu'on ne souhaite pas. Si on prend un exemple très concret, si notre comportement c'est de manger des trucs gras ou sucrés ou salés dès qu'on ressent une émotion désagréable, le résultat qu'on va obtenir, c'est peut-être qu'on risque d'être en surpoids. Si on en revient à l'exemple qu'on a partagé sur l'objectif professionnel, d'obtenir un certain chiffre d'affaires, comme on l'a vu, l'émotion qu'on ressent vis-à-vis de cet objectif va nous conduire à adopter des comportements différents et donc à obtenir un résultat différent. Une personne qui serait dans le premier scénario, qui vis-à-vis de cet objectif a une pensée qui lui crée une émotion d'urgence et de désespoir, elle va avoir un résultat qui sera certainement très différent de la personne qui est dans une émotion d'engagement et de conviction parce qu'elle a une pensée qui lui permet de générer ce type d'émotion. Et donc c'est vraiment cet effet d'entraînement qui explique pourquoi et comment la qualité de nos pensées impacte la qualité de notre vie. Avec cet effet d'entraînement, on voit bien le pouvoir qu'une seule pensée peut avoir dans notre expérience de vie.
Et comme on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode, notre cerveau a généralement tendance à vouloir résoudre les problèmes par l'action, par le passage à l'action, en essayant de faire quelque chose. C'est par exemple le cas des bonnes résolutions. Je pense que j'ai un problème dans ma vie, je prends une bonne résolution en me disant que je vais changer mes comportements. Par exemple, je me dis que je voudrais perdre X kilos pour être plus en forme, je prends la bonne résolution d'aller faire du sport 3 fois par semaine et d'arrêter de manger du sucre. J'essaye de résoudre le problème que je perçois, c'est-à-dire mon poids. Donc déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un problème? Mais ça, c'est un autre sujet. Et j'essaye de résoudre ce problème en regardant ce qui se passe au niveau de mes comportements et de mes actions. Le truc, c'est que quand on fait ça, en fait, on ne traite pas tout ce qui précède les actions dans l'effet d'entraînement dont on vient de parler. Et quand on ne tient pas compte du fait que ce sont nos pensées et nos émotions qui sont au final les premiers éléments, les premières étapes à l'origine des résultats qu'on a dans nos vies, en fait, on ne se rend pas service parce qu'on ne va pas au cœur du problème et donc on revient très vite à notre point de départ. Alors, il est possible qu'on arrive à créer un changement à court terme, mais ça ne va pas tenir sur la durée. C'est typiquement le cas des bonnes résolutions. On va réussir à tenir notre bonne résolution quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dans le meilleur des cas, mais tant qu'on n'est pas allé voir ce qui se passait, ce qui était en fait à l'origine des comportements, on ne va pas réussir à tenir dans la durée. C'est aussi le cas avec les régimes, par exemple. On modifie nos comportements alimentaires pendant un certain temps, on arrive à perdre du poids, mais dans l'immense majorité des cas, cette perte de poids n'est pas durable. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas allé voir ce qui se passait au niveau de nos pensées et de nos émotions liées à la nourriture. Par exemple, si on a l'habitude d'utiliser la nourriture comme une sorte de doudou pour se réconforter quand on ne se sent pas bien, dès qu'on aura terminé le régime, si on reprend ce comportement-là, on va revenir au point de départ très rapidement. Comprendre son cerveau et comprendre nos pensées et leur impact sur nos émotions, c'est notre plus grand atout pour avoir une meilleure qualité de vie. Prendre conscience qu'on a le pouvoir là-dessus, qu'on peut superviser ce qui se passe dans nos cerveaux, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un impact profond et durable sur la qualité de notre vie, de notre expérience de vie. Comprendre ça et maîtriser les compétences qui vont avec, ça va changer la tonalité de notre ressenti émotionnel au quotidien et ça va avoir un impact direct sur nos comportements et donc sur nos résultats. Que ce soit pour notre santé, dans nos relations avec nos proches, avec nos enfants, avec notre conjoint, dans notre carrière, avec nos collègues, nos clients, etc. Quand on arrive à vraiment tirer parti de notre pouvoir sur nos pensées, sur notre capacité à manager nos pensées, alors, petite précision importante, on ne peut pas contrôler nos pensées. On a environ 60 000 pensées par jour, on ne peut pas arrêter nos pensées. Par contre, on peut les manager, on peut décider d'accorder de l'importance à une pensée qu'on a choisie intentionnellement, et au contraire de ne pas écouter, de ne pas croire notre cerveau quand il nous propose des pensées qu'on a identifiées comme n'étant pas utiles pour nous. Donc quand on maîtrise vraiment la compétence de choisir ses pensées, ça change la donne dans nos vies, personnel, professionnel, familial, etc. Et c'est pour ça que c'est vraiment le point central de toute mon approche de coaching et de tout ce que je transmets à mes clientes en coaching. Et c'est à travers le développement de ces compétences-là que j'aide les femmes que j'accompagne à se construire des vies à la fois personnelles et professionnelles qui ne les épuisent pas et qui ne les font pas burn-outer et dans lesquelles elles se sentent bien. Je les aide à se créer plus d'espace dans leur journée, plus de temps de qualité dans leur vie, parce que quand on passe moins de temps mental à se créer des problèmes qui n'existent pas et à essayer de les résoudre, quand on passe moins de temps à lutter contre nos émotions, on a beaucoup plus de temps de qualité pour faire ce qui compte vraiment pour nous. Et c'est comme ça qu'on va se créer une façon différente de gérer nos vies professionnelles et personnelles et de mettre en place des changements durables dans nos vies. J'accompagne des femmes qui veulent reprendre le contrôle sur leur quotidien, qui veulent améliorer leur qualité de vie. Je les aide à observer ce qui se passe dans leur tête et à se créer une sorte de mode d'emploi de leur cerveau et de leurs émotions pour améliorer durablement leur qualité de vie. Si ça vous parle, si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, vous pouvez aller sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode, c'est wonderfulmaman.com/coaching. Je propose aussi des séances bilan. Ce sont des entretiens d'1 heure et pendant cette heure-là, c'est vraiment un temps d'introspection, un temps de bilan. C'est pas tout à fait un temps de coaching. C'est-à-dire que je vais pas vraiment vous coacher pendant cette séance-là. Je vais surtout vous aider, vous guider pour faire un bilan. D'où le nom de cette séance d'ailleurs, ça s'appelle une séance bilan, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on va regarder où vous en êtes actuellement dans votre vie, je vais vous poser des questions, je vais vous aider à faire un bilan de votre vie, on va se donner l'espace de l'exploration, de l'introspection, pour imaginer ce que vous souhaiteriez
aimeriez dans vos vies, ce qui vous tient à cœur, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et puis on va discuter ensemble de comment vous mettre en marche vers le changement, parce que comme on a parlé tout au long de cet épisode, il ne s'agit pas seulement de passer à l'action et de changer ses comportements, mais il s'agit surtout de remonter tout en haut de la chaîne de l'effet d'entraînement, parce que c'est le seul moyen de mettre en place des changements durables et des changements qui impactent vraiment votre qualité de vie. Pour vous donner un exemple, j'ai une cliente qui au départ était venue me voir en session bilan pour une problématique de gestion du temps. Elle voulait apprendre à mieux gérer son temps. Sauf qu'en discutant au fil de cette session bilan, on s'est rendu compte que le cœur de son problème, la racine de ses problèmes qu'elle pensait liés à la gestion du temps, finalement, c'était pas tout à fait des problèmes de temps. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de l'aider à mieux répartir son temps dans son emploi du temps. Non, dans le cas de cette cliente, qui était une jeune maman, les problématiques de cœur, c'était apprendre à prioriser, ce qui demande à bien se connaître, à bien connaître ses propres besoins, ses propres valeurs, ses propres envies. La deuxième problématique qu'on a identifiée, c'était apprendre à prendre des décisions, ce qui demande de se faire confiance, donc on va travailler la confiance en soi. Le troisième point que cette séance bilan a révélé, c'était apprendre à prendre du temps pour soi et à protéger ce temps à soi, ce qui demande de travailler sur la question de son estime personnelle et de ses limites, et apprendre à mettre fin à la procrastination, ce qui demande d'apprendre à gérer ses émotions. Et tout ça, on a pu le mettre en évidence pendant la session bilan qu'on a faite ensemble, et on a pu y travailler ensemble, on y travaille encore, puisqu'elle m'a fait confiance pour l'accompagner dans son envie de changement. Donc cette session, elle est là pour ça, pour révéler les vrais problèmes, parce que c'est le plus important quand on est dans une démarche de changement, c'est d'avoir une vision claire et précise de ce qu'on veut changer et pourquoi. Et le comment, c'est ce sur quoi on va travailler ensemble en coaching. Vous pouvez aussi le travailler seul si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc cette session bilan, c'est aussi l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions sur la façon dont on peut travailler ensemble et de décider si oui ou non votre prochaine étape dans votre envie de changement, c'est un accompagnement en coaching avec moi. On en arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura donné des pistes pour améliorer votre qualité de vie au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, après-midi en fonction du moment de la journée où vous écoutez cet épisode. Et puis je vous retrouve dans le prochain épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!